Bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Le principe de l'interview est le suivant: comment la réussite d'une aventure dans le e-commerce passe par la capacité à exécuter les tâches et à sortir de sa zone de confort. L'idée est d'être très concret en parlant de l'évolution de l'aventure de notre invité en tant que responsable e-commerce de son organisation en suivant 3 phases de développement. 1. La situation à son arrivée. 2. La phase de mutation. Et 3. La phase de consolidation. Aujourd'hui, nous recevons Édouard Marguin, le directeur digital de Lavinia, un célèbre caviste parisien. Bonjour Édouard, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, donc Édouard Marguin, moi j'ai 35 ans. J'ai fait mes études en école de commerce à Grenoble avant de tomber dans le digital il y a maintenant une quinzaine d'années environ. Un copain d'HEC qui montait sa boîte, je comprenais rien à ce qu'il faisait, mais moi j'étais chez Deloitte et ça m'excitait beaucoup de rentrer dans un truc qui faisait de l'essayage virtuel de lunettes. De l'essayage virtuel. De l'essayage virtuel. Entre-temps, Fitting Box, pour ne pas la citer, est devenu le leader mondial de l'essayage virtuel. Comment ça de fonctionne ? lunettes. C'est quoi le principe ? C'est de la réalité augmentée. C'est d'abord D'accord. une techno, donc c'était une boîte techno qui proposait sur les sites e-commerce qui vendaient des lunettes, une techno qui permet de se voir en photo ou en vidéo avec une modélisation en photoréalité, je n'ai plus le terme exact. D'accord. Des lunettes. Et Alors j'ai attends, commencé là. tu as commencé là, je rembobine un tout petit peu. Ouais. Tu as fait une école de commerce à Grenoble, donc l'école de management de Grenoble. Ouais. T'es de quelle région ? Je suis lyonnais. T'es lyonnais ? Je suis lyonnais, mais grand amateur de sport de glisse, donc Grenoble, ça s'imposait. C'est bien Lyon. Moi aussi, je suis lyonnais. Donc, tu fais un parcours classique, prépa, école de commerce, et tu sors, un petit passage chez Deloitte, et tu arrives dans cette aventure de lunettes qui est basée où ? Qui est basé à l'origine à Toulouse, mais ils ouvrent le bureau parisien, et moi je rentre dans ce bureau parisien, bureau étant un grand mot, on est deux à l'époque à intégrer le truc. Et donc tu intègres ça avec c'est quoi la mission ? Alors je rentre, je crois, comme responsable des partenariats. En fait, de quoi Fitting Box à l'époque cherche son modèle. On est incubé chez Petit Pousset, qui est l'incubateur des boîtes étudiantes. Donc, je suis entouré de plein de boîtes avec des étudiants. Et moi, mon copain Benjamin me fait rentrer et me dit: tu vas être responsable des partenariats, tu vas nous aider à trouver le modèle économique. Parce que finalement, on ne le connaît pas. Est-ce qu'on va vendre cette techno à des grands groupes, à des Chris, à des Afflelou qui vont mettre ça sur leur site ? Est-ce qu'on va faire... On parle encore assez peu de e-commerce. Et assez rapidement, je scie tranquillement la branche sur laquelle je suis assis et je lui dis: écoute, mon pote, tes partenariats, ça sert à rien du tout. En revanche, il commence à y avoir à l'étranger des sites qui se créent et qui vendent sur Internet des lunettes de vue, des lunettes de soleil. Et à eux, peut-être qu'on peut aller leur vendre cette techno. Et on démarre comme ça. Et je m'occupe de construire un petit pipe commercial et je commence à vendre ce logiciel par téléphone, $20 000 par an. Enfin, bon, donc à des acteurs américains. À des acteurs américains. J'aide au lancement de Warby Parker, qui est bien connu aujourd'hui, parce qu'ils sont valorisés plus d'1 milliard aujourd'hui. On a un petit équivalent français qui s'appelle Jimmy Fairly dans les DNVB. D'accord. Et je commence par ça, à vendre ce logiciel, beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis. Et on est dans le monde de la tech, pas tellement du e-commerce. Moi, j'y connais rien, mais je commence à faire mes premiers pas dans ma compréhension de ce qu'est le e-commerce, un taux de conversion. Parce que à chaque fois que j'ai un site au téléphone, ils me disent: nous, ce qui nous intéresse, c'est votre techno, le ROI. Et le ROI, c'est la conversion. Ça aide à la conversion ou ça n'aide pas à la conversion. Et donc, je commence comme ça. Pourquoi tu dis que tu scies la branche sur laquelle tu es assis ? Sur la partie partenariat, en arrivant, parce que finalement, le marché de l'optique en France était très très compliqué à l'époque. Il était hors de question de parler d'e-commerce aux grands groupes qui se seraient mis à l'époque tous les opticiens à dos. Et donc, il y avait très peu d'argent à gagner sur ce modèle-là. En revanche, effectivement, il y avait des gens qui gagnaient de l'argent. Là, chez Fitting Box, tu fais tes armes de commercial ? Clairement commercial. Ouais. Jusqu'au moment où on se rend compte que finalement il n'y en a pas en Europe de sites e-commerce, ou encore très très peu. Le premier qui se lance... Là on est en quelle année ? Je vais te dire une bêtise, mais on doit être en 2008,
Les sites e-commerce, il y en a quelques-uns, 2008. De vente de lunettes. Ah oui, pour les ventes très de très peu, lunettes. très peu encore. Oui, c'est un marché qui arrive. Il y a Karim Kouider qui opère depuis la Corée, Direct Optique. Enfin, il y en a qui opèrent depuis l'étranger. Et en France, il y a Marc Adamovich qui lance HappyView, qui est un des tout premiers. Ouais. Et Marc me remballe gentiment quand j'arrive avec mon outil à 20 000 euros. Il me dit, c'est mignon, mais moi, j'ai pas 20 000 euros à mettre et je suis pas américain. Donc c'est pas la peine. Et donc on se dit à l'époque avec Benjamin, puisque on arrive difficilement à adresser le marché européen et français, on va créer notre propre site de vente de lunettes. On va mettre nos technos dessus. Ça nous servira à la fois de showroom pour montrer au marché européen que ça fonctionne. Et puis, nous-mêmes, on va gagner de l'argent en faisant de l'e-commerce parce que finalement, pour l'instant, il y en a très peu qui vendent des lunettes en ligne. Donc, Fit-in-Box se met à vendre des lunettes. Donc, on crée une spin-off qui s'appelle Enjoy Sunglasses. Ok. Et on se met à acheter des lunettes à Safilo, à Luxottica et à essayer de les vendre moins cher sur Internet. Donc là, toi, tu es partie prenante de cette aventure. Moi, je suis Enjoy Sunglasses. Un tout petit peu, pas tellement au départ. On confie la direction à un autre copain qui s'appelle Benoît Gaillard, que je salue. Et puis Benoît, qui est un expert du e-commerce pour le coup, arrive très bien à générer du trafic. On a une stratégie SEO incroyable, on génère vraiment du trafic sur le site, mais on vend peu. On vend très très peu, et puis surtout, on est très mauvais en logistique, on n'y connaît rien au métier. On est une boîte tech, donc gérer des lunettes, des du bricolage, quoi. C'est du bricolage. Et pourtant, on lève pas mal. Je crois qu'à l'époque, on lève 400 000 euros pour la spin-off. Donc c'était quand même beaucoup d'argent. Et là, les ventes se passent comment ? Et ça marche pas. Objectivement, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on arrive mal à acheter, on n'est pas des acheteurs. Ça marche mal parce qu'on n'arrive pas à faire la logistique, on n'est pas des logisticiens. Nous, on sait générer du trafic sur un site, faire un peu d'UX, bidouiller, comprendre un petit peu les analytics à l'époque. Enfin, c'est un tout petit truc. Et puis ça marche pas. Au bout de quelques temps, on décide de mettre la clé sous la porte et de cette spin-off. Et puis je dis à l'époque à Benjamin, le patron de Fitting Box, écoute, moi j'ai monté un pipe commercial pour Fitting Box, je m'amuse beaucoup moins et ça m'amuserait beaucoup de reprendre la direction d'Enjoy Sunglasses et de tester un autre modèle. On réfléchit ensemble et on se dit, puisqu'on est bon en e-commerce et qu'on n'est pas bon en logistique, on va arrêter de faire la logistique. Donc, on va créer une marketplace. Et donc, on est en 2008-2009 et on crée la première marketplace de vente de lunettes de soleil en France, à ma connaissance. D'accord. Donc, on garde le site, on garde tout. On plug Lengo à l'époque. Donc, Lengo, qui est la solution qui permet de faire l'interfaçage entre les marketplaces et puis les outils front-end du type Presta, Magento, Shopify. Exactement. Donc, on est sur une base e-commerce Magento à l'époque. On vient de fêter les 10 ans de Lengo, donc tu vois, et on était dans les premiers. Et puis moi, je pars voir à l'époque Optical Center, Solaris, et je leur dis, écoutez, vous n'y connaissez rien au e-commerce, vous ne pouvez pas vous lancer vous-même. Lancez-vous en marque blanche, donnez-moi vos flux produits. On va faire du dropshipping, quoi. Je vais vendre des lunettes et puis vous allez les expédier. Et le truc prend assez vite. Là, attends, 2 secondes. Tu fais une marketplace. À cette époque, les solutions type Miracle, Enco, ça n'existe pas. Oublie. Quand je dis marketplace, on intégrait des flux produits, puis on bidouillait derrière pour arriver à matcher. Il n'était pas question de parler de EAN, il n'était pas question de parler... Non, à l'époque. Mais on était sur un marché qui était qui comprenait finalement assez peu de références. Tu dis de la Ray-Ban. Tu vendais de la Ray-Ban, mais tu disais pas que c'était expédié par un tel. Absolument pas. Non, à l'époque, c'était complètement masqué. C'était masqué. Donc toi, de façade, voilà. Le consommateur achète sa paire de lunettes. Il voyait bien que ça arrivait d'Optical Center sur le carton à la fin. Mais au moment de l'achat, il ne le sait pas. Ouais. Et du coup, on passe d'un chiffre d'affaires à un volume d'affaires, évidemment, puisqu'on prend, nous, une commission. Et puis, je commence à jongler de façon pas très catholique entre nos partenaires en leur disant, écoutez, moi, je ne peux pas afficher 12 fois la même Ray-Ban
Vous comprenez bien, donc je vais monter un algorithme qui va permettre de définir quel est le mieux placé. En fait, de quoi algorithme? J'avais rien du tout à l'époque. J'espère qu'il y a prescription aujourd'hui. Et donc, c'était celui qui me donnait la meilleure commission ou qui me faisait le meilleur prix sur la Ray-Ban. Donc, une semaine, je vendais des palettes qui arrivaient de chez Optical Center. Et puis, la semaine d'après, Solaris avait remonté sa commission. Alors, on passait chez Solaris. Et donc, on a généré quand même assez rapidement un volume d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros, ce qui était pas mal voilà, en l'espace de... Il y a une saisonnalité très marquée pour les lunettes de soleil. Ouais, alors pardon de ne pas me souvenir de tout. J'ai pas tellement le souvenir qu'il y avait une grosse saisonnalité. Je crois qu'on était de toute façon sur un trend. Et là, cette histoire-là, elle dure combien de temps alors? Eh ben pas si longtemps parce que à l'époque, il y a un acteur qui est Brandalais qui vient nous voir assez vite en nous disant moi, cette verticale est susceptible de m'intéresser. On est à l'époque où il n'y a pas encore des gens comme Monnier Frères et puis tout plein d'acteurs qui se sont créés depuis sur la lunette de soleil. Mais à l'époque, il y a encore assez peu d'acteurs. Et nous, finalement, on lance ce modèle en se disant on pourra toujours être acheté soit par une plateforme du type Brandalais qui change le logo et qui met ses lunettes derrière et ça fonctionne super bien. On avait plutôt un très bon SEO à l'époque. Soit par un Chris, un Afflelou qui ne voudrait pas partir from scratch le jour où il va se lancer en e-commerce et qui va racheter ce truc-là. On décline l'offre de Brandalais et dans les semaines qui suivent, mois qui suivent, Benjamin rencontre Marc Simoncini. D'accord. Marc est en train de sortir de Mythique. Il en a beaucoup parlé avec son copain Jacques-Antoine Grandjean qui lui a dit « il faut que tu fasses de l'e-commerce ». Et donc, il se cherche un secteur, une verticale, un marché plutôt de niche, ou en tout cas, à l'époque, ce qu'il dit, c'est un marché qui n'a pas été disrupté. Et donc, il étudie le marché de l'optique. Alors, la légende dit que son beau-père aurait cassé ses lunettes et qu'il serait rendu compte à quel point ça coûtait cher. Et il s'est dit, je vais sauver l'humanité, je vais lancer ça. Mais blague à part, donc il rencontre Benjamin et très rapidement, en fait, je fais la rencontre de Marc et Marc rachète Enjoy Sunglasses. D'accord. Ou plus précisément, quelle année on est en... Je ne vais pas te dire de bêtises, je crois qu'on est en 2010, 2011. D'accord. Comme ça. Donc là, Marc Simoncini qui monte Sensi. Donc, à l'époque, ça s'appelle pas Sensi, ça s'appelle Enjoy Sunglasses et il investit... d'accord, donc ça, en fait, Enjoy Sunglasses, c'est l'embryon de Sensi. Exactement, puisqu'en fait, c'est la structure même qui s'appelait Alessandro 1313 qui a été renommée Sensi. Donc aujourd'hui, le groupe Sensi, en fait... Il vit sur les ruines d'Enjoy Sunglasses. D'accord. En tout cas, les cendres d'Enjoy Sunglasses. Et sur le terreau. Sur le terreau, exactement, plutôt. Et donc, à l'époque, il met 14 millions au capital. Wow. Autant te dire qu'il en devient de facto ultra propriétaire. Et avec cet argent, on rachète tout de suite dans la foulée le site l'antimoincher.com. Qui fait déjà, à l'époque, encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres, mais déjà 6 ou 7 millions d'euros, je pense, qui a été créé en 2000, qui est un pur produit du e-commerce, pour le coup. D'accord, qui a été créé... Alors, Christophe Chaming et Alexandre Ross, qu'on connaît peu, mais qui sont des serial entrepreneurs, puisqu'ils ont créé Caramel, puis l'Anti-Moins-Cher, qui ont été rejoints ensuite par Oriane Garcia, que les entrepreneurs français connaissent bien, et qui ont revendu l'Anti-Moins-Cher, principalement parce qu'ils avaient assez peu le temps de s'en occuper. Entre-temps, ils avaient lancé un autre site qui s'appelle Winamax. Donc, tu vois que ce ne sont pas les derniers. Et donc, on rachète effectivement l'Anti-Moins-Cher et on crée le groupe Sensi. Et là, c'est la création de ce groupe. On est en quelle année ? On est en 2011, par là. 2011. Donc, ça va très vite. Ouais, ça va assez vite puisque... Moi, à l'époque, quand Marc investit dans Enjoy Sunglasses, je suis le seul salarié qui reste. Il devait y avoir 2 développeurs et un stagiaire. Voilà. Et je pars dans ce projet avec l'idée en tête de dire, je ne l'ai jamais dit comme ça à Marc, mais moi, même si c'est pour faire les cafés, je viens. Enfin, c'est tellement excitant ce qui est en train de se passer que je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc j'arrive, on démarre dans les bureaux de Jaina Capital, le fonds d'investissement de Marc. Il y a tout à faire, il faut recruter, il faut constituer des équipes, il faut créer le site e-commerce, puisque Enjoy Sunglasses reste un site à part, et il faut créer le site Sensi.
Et puis, Marc recrute un DG, un DAF, un directeur, un CTO, et cherche un directeur marketing, et puis il ne le trouve pas. Et puis, au bout d'un moment, à force de me démener, il me dit, écoute, tu feras l'affaire. Et donc, je me lance dans ce truc-là, avec un site à construire en 6 mois, avec les quelques équipes qu'on a. Un site e-commerce pour le monde de la lunette, ça a une forme de spécificité par rapport à un autre? Ouais. Alors, d'abord, on est parti, c'était la chance qu'on avait avec beaucoup de moyens. Ouais. Nous, on avait une vraie fenêtre de tir à respecter. Marc avait en tête l'idée que le first comer takes all. Et à l'époque, HappyView et quelques autres commençaient à parler un petit peu. Ils voulaient absolument qu'on soit le premier e-opticien à se lancer, à faire de la com, à parler en télé, etc. etc. Tu te souviens la techno qui est utilisée Ouais, bien sûr, on part sur une base Magento, en tout cas le CMS Magento. À l'époque, de mémoire, on met même pas de CRM dessus. Enfin, on part, on construit une grosse UX qui nous prend beaucoup de temps parce que le checkout des lunettes, c'est extrêmement compliqué. Oui, il faut rassurer, j'imagine, surtout dans cette époque. Il faut rassurer, il y a des questions d'ordonnance, de mesure, de remboursement. Donc, on crée une UX qui n'existe pas. À l'époque, il y a une espèce de mini-moteur à l'intérieur de Magento qui permet de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication des lunettes. Ouais, là, tout le checkout est quand même très très custom. Ouais, c'est ça. À l'époque. Donc, Et là, ça doit rallonger les délais de mise en ligne, ça. Ouais, écoute, on a démarré vraiment, je crois, en février. Et on s'était fixé jusqu'au mois de septembre. T'avais fait des tests, t'avais pris des utilisateurs tests pour. Ouais. Alors à l'époque. T'as fait de l'A/B testing. Comment t'as fait? Pas d'A/B testing. Enfin, oui et non. À l'époque, je travaillais avec une boîte qui s'appelait Nealit, qui est depuis devenue la factory digitale de Price, il me semble. Ils ont été réintégrés par Price. Mais à l'époque, Nealit était assez pointu et donc nous ont aidé assez vite à construire un customer journey. Enfin, vraiment un vrai design de service, de fonctionnalité sur le site. Donc on a beaucoup réfléchi. On s'est enfermé avec eux pendant des jours à mettre des post-it partout sur les murs. C'est la partie UX de ton job, c'est ça parce que marketing, en fait, marketing, ça voulait dire e-commerce, très clairement. Donc ça veut dire à la fois le merchandising et l'acquisition. Le site e-commerce dans toutes ses dimensions, acquisition, conversion, feed, et puis ensuite toute la partie média, enfin contenu et média, puisque très rapidement on se lance en média. Moi j'ai le souvenir que quand Marc me dit finalement tu peux t'en occuper, je dis ok, on veut sortir le site dans 6 mois, combien on a? Et il me dit écoute, d'ici la fin de l'année il faudrait pas dépasser 3 millions d'euros. Et moi, j'arrive d'un site où je bidouillais tout seul, où on dépensait 10 000 euros en marketing à l'année. Enfin bon, je bascule dans un autre monde, une autre dimension. Dans une autre dimension. Donc là, on a le lancement début 2012, c'est ça? Non, à l'automne. À l'automne 2012. Ouais, 2011 ou 2012. Je suis désolé de ne pas être c'est pas grave. Au taquet sur les dates. Là, ça se lance et du coup, la notoriété ça arrive puisque tout de suite très fort parce que non seulement on se lance, mais 15 jours après le lancement, Marc me dit je viens de voir que tel e-opticien s'apprêtait à parler en télé, je crois que c'était Direct Optique, je ne veux pas dire de bêtises. Et il me dit il est hors de question, j'ai eu Nicolas Tavernos au téléphone, il nous programme une campagne pour la semaine prochaine, démerde-toi, il nous faut un spot télé. Et donc on est je sais pas, juste avant les vacances de la Toussaint de mémoire. Et donc j'ai 5 jours pour pondre un spot télé. Chose que tu n'avais jamais fait, bien évidemment. Chose que j'avais évidemment jamais faite. Donc tu es accompagné d'une agence? Ouais, à l'époque j'ai la chance d'être très accompagné et d'avoir les conseils de Marc. Donc à l'époque sur le média online, je travaille avec Keyad, je travaille avec Remind, je travaille avec les belles agences qui sont très très pointues. Et puis j'ai la chance d'évoluer dans une galaxie qui est la galaxie Jaina, dans laquelle il y a les anciens de l'anti moins cher, Winamax, qui sont des gens qui sont déjà très pointus. Ça parle d'attribution proportionnelle à une époque où là, tu apprends beaucoup en fait. Donc là, évidemment, j'apprends beaucoup. Mais surtout sur l'e-commerce, sur le média, sur online et offline.
et très entouré. Je me souviens d'avoir eu les patrons de DDB qui viennent pitcher devant moi, qui devaient se dire mais qui est ce petit con Enfin voilà. Et donc évidemment, j'apprends à vitesse grand V. Ouais. Notoriété, bon, je crois que beaucoup de monde se souvient du lancement de Sensi. Beaucoup de moyens, des campagnes de communication, tout type de médias. Les ventes suivent. Alors, les ventes suivent dans une certaine mesure. Pas forcément à la mesure de ce qu'on a investi en médias, mais il faut dire qu'assez rapidement, on passe de 0 à 2 millions, 2 millions et demi. Je parle sur la seule partie lunettes, ce qui est déjà pas mal. Mais il n'empêche qu'on se rend compte que c'est très compliqué et que c'est d'autant plus compliqué que le sujet, c'est d'abord un sujet de lobbying. On a beaucoup de difficultés à travailler avec les fournisseurs. Toi, en interne, ton organisation, elle se structure comment ? Parce que quand tu as une montée en croissance si rapide, il y a des impacts organisationnels sur la façon dont tu dois gérer ton boulot. Oui, bien sûr. Alors à l'époque, moi, je constitue une équipe avec une personne sur les contenus et content et community manager, oui. Puisque c'est un gros sujet pour nous, qui elle-même constitue un pool de blogueurs, de blogueuses qui viennent alimenter notre contenu. Un DA ou designer. La stratégie de contenu, elle vient s'inscrire dans une démarche d'évangélisation des populations par rapport à l'achat de lunettes en ligne. C'est quoi sa mission ? Ouais, alors la difficulté du modèle de Sensi, c'est qu'il a évolué à plusieurs reprises. Quand on a démarré, on vendait des marques. On s'était entouré d'un DG qui était un ancien de l'optique, qui avait fait ça toute sa vie. Et donc qui était très fort sur le métier, sur le sourcing, etc. Mais on se retrouve assez rapidement confronté à des problématiques qui ont trait à ces marques-là, qui nous vendent très cher, beaucoup plus cher, ce qui ne nous permet pas d'arriver à notre promesse client qui est de vendre 3 fois moins cher, ou en tout cas ce qui ne nous permet pas d'y arriver en étant rentable. Et donc, du coup, on pivote 1 ou 2 ans plus tard et on dit on va lancer nos propres lunettes. On va faire fabriquer des lunettes made in France, etc. Donc, on reprend un modèle qui est un peu plus proche de ce qu'est Warby Parker aux États-Unis. D'accord. Donc là, en interne, toi, tu as à organiser à la fois, puisque sur le marketing, ça a quand même une incidence forte, ce pivot en termes de business, puisque tu vas raconter une histoire nouvelle qui dit Sensi fabrique des lunettes pour mieux vous servir, vous acheteurs, avec des prix très intéressants. Donc, tu es seul au départ. Vite, tes équipes grossissent. Ouais. Très vite, tu apprends à travailler avec des partenaires de renom, comme les agences de communication. Et au bout de 2 ans, la situation est comment ? En interne, comment ça fonctionne ? Les KPI sont-ils validés ? Les objectifs atteints ? Quelle est la taille de l'entreprise ? C'est quoi la situation à peu près 2 ans après ton 2 ans ton après, arrivée. On a coupé tous les investissements marketing, je vais te la faire courte. On a coupé tous les investissements marketing sur la partie lunettes. On a recentré toutes les équipes sur le développement de lentilles moins chères, qui était la vraie cash machine du groupe, en tout cas qu'on pouvait vraiment développer. On met un peu Sensi en pause, entre guillemets, le temps de trouver le bon modèle, parce que switcher, ça veut dire recruter des designers de lunettes, aller trouver des producteurs dans le Jura, etc. Donc tout ça est un vrai sujet dont je ne m'occupe pas du tout à l'époque, simplement parce que ça correspond à une 2e levée de fonds qu'on fait. Et à l'époque, je crois que les actionnaires disent écoutez, il commence à y avoir beaucoup d'argent sur la table. Là, vous avez un type qui a 25 ans qui s'occupe du marketing, un type qui en a 25 qui s'occupe de la technique. Donc, on va mettre des profils un peu plus seniors.
Et donc à l'époque, ils recrutent une directrice marketing, un nouveau directeur technique, sous qui je me retrouve moi. Et moi, finalement, je bascule sur la partie l'anti moins cher, où je fais la même chose, pendant que la nouvelle directrice marketing s'occupe de trouver un joli modèle pour Sensi. Et on développe l'anti moins cher bien, puisque quand je pars en 2015, l'anti moins cher fait 24 millions d'euros. Et on a lancé, moi je l'ai lancé dans 3 ou 4 pays, y compris en médias, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur l'anti moins cher, le temps de trouver le bon modèle sur Sensi. Et pendant ce temps-là, les cabinets de lobbying essayaient de travailler, parce qu'il y avait un vrai sujet de lobbying. Donc moi finalement, j'ai fait le lancement de Sensi, j'ai aidé à le mettre en place sur un modèle. Ce modèle-là a ensuite pivoté. Et donc on a recentré notre énergie sur l'anti moins cher, qui était vraiment un sujet là, purement e-commerce. Ça, c'était la locomotive en fait. Ouais, absolument. C'était la locomotive. Donc là, on arrive 2015. Ouais. Tu as une belle expérience, enfin, c'est une vraie belle première expérience professionnelle. Voilà. Et là, il se passe un changement pour toi. Tu vas quitter le groupe Sensi pour rejoindre Lavinia. Ouais. Donc je te laisse nous expliquer un peu comment s'organise, dans un premier temps, comment s'organise ce mouvement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement d'entreprise. Et puis ensuite, deuxième question liée à la première, qu'est-ce que tu découvres en arrivant chez Lavinia? Quelle est ta mission? Alors, pourquoi le départ ? Parce que finalement, j'avais un peu pris la confiance, comme on dit, chez Sensi. Et je m'étais forgé des convictions aussi, des convictions y compris stratégiques sur la façon dont on devait faire évoluer le modèle. Et puis avec ces changements, avec ce niveau de seniorité supplémentaire, j'avais le sentiment de ne pas être entendu et je n'étais plus du tout en accord avec la façon dont ça se passait. Marc, pour différentes raisons, était un peu plus désengagé du business à ce moment-là. Et il se trouve que comme moi j'étais venu pour le suivre, que ça faisait 5 ans et que j'avais engrangé une super expérience, Ça, c'est ce qui te motive. C'est ce qui me motive à bouger. Et qu'est-ce qui te motive à arriver chez Lavinia ? Écoute, à l'époque, je pars avec une idée en tête, c'est je vais voir plein d'acteurs, plein de gens différents. Je me souviens qu'à l'époque, je vais voir Price Minister, je vais voir plein d'acteurs différents et à tous, je pose la même question. Je dis, c'est quoi votre mission d'entreprise ? À l'époque, j'ai eu une révélation en regardant la vidéo de Simon Sinek, le fameux Start With Why, le Golden Circle. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de croire dans la mission de l'entreprise. Et donc, je pose la même question à tous les gens que je rencontre. C'est formidable, je viens chez vous pour faire du e-commerce, mais c'est quoi votre mission d'entreprise ? Et à l'époque, une entreprise que je ne citerai pas, mais comme tant d'autres, me dit nous, notre mission, c'est de développer nos activités en Europe, c'est d'augmenter la RFM, etc. Et je rentre chez moi en disant ça, c'est pas du tout une mission d'entreprise. Puis un jour, un cabinet m'appelle, me dit voilà, je vais te faire rencontrer directement le client parce que je pense que ça va marcher, ça va fitter directement. Et je me retrouve chez Lavinia. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Je n'étais jamais allé chez Lavinia. Je ne connaissais absolument rien, même en étant à mon petit niveau amateur de vin, je ne connaissais absolument pas. Et je rencontre l'équipe de direction à l'époque de Lavinia et je dis, c'est quoi votre mission d'entreprise ? Et on me répond, on a créé Lavinia pour transmettre la passion du vin. Et là, je me dis, ok, c'est ici parce que si demain, je viens expliquer qu'on ne va plus travailler avec tel modèle économique ou tel autre, qu'on va faire complètement différemment, on ne trahira pas la philosophie de l'entreprise. Tant qu'on continue à transmettre la passion du vin, qu'on le fasse au travers d'événementiels, de vente en cave, de vente à distance, etc., quel que soit le modèle, on ne trahira pas la mission. Et ça me semble être un groupe beaucoup plus prêt à la transformation que d'autres. Ok, donc ça c'est très clair. Le moteur qui te fait arriver chez Lavinia, c'est la mission de l'entreprise et ton goût pour le vin. C'est-à-dire que ça aurait été difficile, objectivement, de remplir cette mission-là si tu n'avais pas, sans être œnologue, mais tu vois, une forme d'attachement au vin. Bien sûr, il fallait une appétence. Moi, j'arrivais des lunettes et pour ceux qui m'ont connu à l'époque de Sensi, je pouvais pitcher Sensi jusqu'à 4h du matin et parler de lunettes avec autant de passion que ce que je peux le faire à propos du vin aujourd'hui. Parce que
Bon, tu te je suis reconnais toujours à là-dedans. fond dans les projets, mais effectivement, celui-ci est plutôt sur un secteur sexy. Voilà. Ça fit plutôt bien. Donc là, ça, c'est ce qui t'a motivé à arriver Ouais. chez Lavinia. Décris-nous, avant de décrire, enfin, décris-nous Lavinia, ce que c'est à cette époque-là déjà. Ça a été créé en 99, je crois, Ouais, Lavinia. absolument. Donc là, on est en 2015, on est 15-16 ans après la création. Décris-nous ce que c'est, le concept. C'est plutôt c'est pas un caviste, hein, c'est un concept Ouais, effectivement. qui va plus loin. Parle-nous du magasin qui est emblématique. Et puis ensuite, raconte-nous donc ta lettre de mission quand tu arrives et ce que tu découvres. Ouais. Alors d'abord, Lavinia, en quelques mots. Donc effectivement, Lavinia, c'est un groupe qui a été créé il y a 20 ans par un Français, Thierry Servant, par deux Français, deux passionnés, Thierry Servant et Pascal Chevreau, à Madrid. À l'époque, Thierry Servant est le propriétaire de L'Oréal en Espagne. Et quand L'Oréal rachète les différentes marques dans les pays, il décide de monter ce concept en partant d'un constat simple. Il n'arrive pas à trouver des grands vins, ou quand il arrive à en trouver, ils sont conservés dans des conditions déplorables. Et donc il crée ce concept en disant: je vais créer à la fois une offre extrêmement large, qui s'apparente presque à de la grande surface finalement, mais à la fois extrêmement pointue, et surtout dans un respect total du produit, du début à la fin de la chaîne. Donc on va créer des magasins dans lesquels la lumière va être contrôlée, l'hygrométrie, la température, les bouteilles vont être couchées pour éviter l'oxydation, puisque personne n'y pense, mais finalement dans vos rayons de supermarché, les bouteilles sont debout. Ce qui est une aberration pour la conservation du vin. Donc partant de ce constat, il lance Lavinia. Quand j'arrive en 2015, 15 ans plus tard, c'est un groupe qui va bien, qui est resté, dont la famille est restée 100% actionnaire, qui est rentable, qui a fait la preuve de son modèle et qui s'est développé autour de beaucoup d'activités, puisqu'aujourd'hui il y a 7 caves en Europe, 5 sous l'enseigne Lavinia. Ces caves, pour les flagships, les 3 gros flagships que sont Paris, Madrid et Genève, font 1300 mètres carrés, stockent 6500 références, 70 000 bouteilles. Donc on est vraiment sur un gros, plus que flagship, en fait, j'ai presque envie de dire showroom. C'est ça, ouais. Effectivement. C'est une expérience pour le consommateur qui rentre dans cet espace. Effectivement, la lumière est très travaillée. Il y a une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs et on est impressionné par la taille des lieux. Alors, moi, je connais celui de la Madeleine, à côté de la Madeleine. Il y a une scénarisation de l'espace. Les bouteilles sont présentées comme on n'a jamais eu l'habitude de les voir présentées. C'est assez... On se souvient de la première fois qu'on rentre dans un magasin Lavinia. Et écoute, je suis ravi de te l'entendre dire. Oui, effectivement, il y a eu tout un travail. Quand Lavinia a débarqué sur le marché, alors là, je vais parler du marché français, mais en 2001, il me semble, c'était un vrai pionnier, effectivement. La volonté de laisser des très belles bouteilles en libre service, d'avoir des portes automatiques à l'entrée, donc de ne pas s'inscrire dans un concept de caviste, de quartier dans lequel on a peur de rentrer, d'aller à la rencontre, etc. De mettre beaucoup de sommeliers, des sommeliers experts, mais qui vont à la rencontre des clients. Donc c'est très très axé sur le conseil, très axé sur la dégustation aussi. C'est comme si on avait agrégé une quinzaine de cavistes de quartier avec une offre pléthorique et du conseil. Mais il n'y a pas que ça, puisque très vite chez Lavinia naissent les activités d'abord de restauration. Il y a des restaurants dans chacune de nos caves qui sont faits pour découvrir le vin. Et puis l'activité e-commerce qui démarre assez tôt chez Lavinia. Voilà, donc là quand tu arrives toi, 2015, c'est ça ? Ouais. Le e-commerce, c'est quoi ? On en est déjà à la V3 du site, il me semble, qui s'est développé d'abord en Espagne, puis en France, puis en Suisse, qui sont nos trois gros pays. Le site a été refondu en 2013. Je connais pas la techno, moi j'ai toujours travaillé avec du Magento, et là le site fonctionne sur Spree Commerce, en Ruby, enfin... mais globalement... a progressé chaque année et a eu
ces moments de gloire en étant élu meilleur site en 2013 ou quelque chose comme ça. À l'époque, les sites de vente de vin sont encore assez peu nombreux. Et encore une fois, Lavinia est plutôt pionnier de partir 10 ans plus tôt. Donc là, ta lettre de mission, c'est de faire quoi? Alors, c'est là que c'est assez drôle. C'est que finalement, le directeur général à l'époque recherche ce que je crois être un directeur e-commerce. Et j'ai regardé hier, je te l'ai apporté pour pouvoir te le montrer après l'interview, ma première version de contrat, mon poste, c'est directeur Internet. Et ça en dit assez long quand même sur finalement tout ce que j'allais avoir à changer chez Lavinia ou à faire changer chez Lavinia. Le directeur cherchait un directeur e-commerce parce que l'organisation, elle était faite en PNL, classique. Donc un patron pour le retail, un patron pour la restauration, un patron pour l'événementiel, un patron pour les services aux entreprises et un patron pour l'e-commerce. Et donc, ma mission, c'est d'être le super patron du site e-commerce. Et moi, très vite, je lui dis, écoute, si tu veux bien, mon poste, ce serait plutôt directeur digital. Ah bah oui, on t'appelle comme tu veux, mais c'est quoi la différence? Je dis, bah écoute, la différence, c'est que je voudrais bien sûr m'occuper de la performance de nos sites e-commerce, mais je voudrais aussi que tu m'offres la possibilité d'avoir un rôle un peu plus transverse qui m'autorise à regarder ce qui se passe chez nous en logistique, à regarder ce qui se passe chez nous en SI, et puis à regarder globalement ce qui se passe dans nos autres activités. Il me dit, écoute, tant que tu t'occupes du e-commerce, si tu veux. Et ma mission, à l'époque, elle est extrêmement simple. C'est uniquement la performance e-commerce. On a un site e-commerce qui tourne, mais pas au niveau que je voudrais. Je ne comprends pas pourquoi on fait 3 millions d'euros. Il fait 3 millions Ouais, on doit faire 3 millions d'euros, quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Il y a d'autres acteurs du marché qui vont beaucoup plus vite. Voilà, ma mission, elle est extrêmement simple et extrêmement centrée sur l'e-commerce. Ok. Donc, ta mission est simple. Tu trouves un site qui fonctionne. Ouais, avec un taux de conversion qui était pas terrible, mais avec un trafic. Avec une base de données. Il y a une base de données client. Il y a, pas tellement. Donc toi, qu'est-ce que tu entreprends? Là, tu rentres dans une phase un peu... peut-être pas de transformation, ou peut-être que tu le sais pas encore, et que ça va devenir de la transformation, mais... Tu as raison, je ne le sais pas encore. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que tirer le fil. Donc, je me jette corps et âme dans ma mission purement e-commerce. Et finalement, je me rends compte de plusieurs choses. En fait, tu comprends quoi? Oui, bien sûr. Ça, ouais. Donc, je fais mes fameux 3 mois, rapport d'étonnement. Les 100 jours. Exactement, que je donne au directeur général et au président en disant, bon ben voilà, il y a tout un tas de problèmes sur le site e-commerce. Il y a plein de quick wins et ou de choses qu'on peut modifier à plus ou moins long terme. Mais il me semble que la problématique principale ne réside pas dans le site e-commerce, qui, bon an, mal an, croît plutôt bien, surperforme la croissance organique. On va être amené à en reparler, mais faire 15% de croissance, c'est bien, mais si le trend de marché, c'est 17, t'es en dessous. On est en dessous. Ouais. Donc, on surperforme plutôt, mais il y a plein d'indicateurs qui ne me semblent pas les bons, et surtout des indicateurs qui concernent les fondamentaux, en réalité. Et donc, c'est à partir de là que je me rends compte que l'e-commerce, que les commandes sont expédiées depuis la boutique. Alors, évidemment, tu t'imagines que le lundi matin... Parce que le stock, il est organisé comment? Le stock est organisé dans chacune des boutiques. Il n'y a pas d'autres zones de stock? Il n'y a pas d'autres zones de stock à l'époque. Il y a un tout petit stock tampon dans un entrepôt qui est une réserve, etc. Qui est plus une réserve qu'autre chose. Et donc, évidemment, le lundi matin, les équipes e-commerce, puisque moi j'hérite de l'équipe e-commerce en place, me disent c'est absolument normal, on doit rappeler la moitié de nos clients parce que, évidemment, les bouteilles ne sont plus en magasin. Entre-temps, il y a eu le samedi, il y a eu des gens qui y sont passés. Donc là, je dis non, alors on va déjà commencer par régler le problème de la logistique. Et donc, de là, on commence à travailler sur la logistique, en remontant des stocks sur un entrepôt central, en changeant les flux logistiques pour faire en sorte que l'entrepôt central nourrisse à la fois les boutiques et s'occupe de l'envoi e-commerce, de sorte que... Donc en fait, tu dégages la responsabilité de la préparation de commandes des magasins
Ouais. tu la recentres sur un entrepôt. Donc ce sont des mouvements qui sont compliqués pour nous, y compris en termes d'investissement. Donc Et c'est ce que j'allais dire. Parce que ça implique de doubler la valeur de stock. Et oui, donc les IMO, elles sont lourdes. Ouais. Il faut investir dans un entrepôt et le warehousing d'alcool, c'est pas du tout la même chose que le warehousing de chaussures. On a un très bon partenaire à ce moment-là qu'on a toujours, qui est spécialisé, donc avec des entrepôts qui sont climatisés. Vous outsourcez. Ouais, on a outsourcé. C'est très intéressant que tu le dises, parce que je crois à la vertu de l'outsourcing pour aller vite. Et typiquement, ça, c'est ce qui t'a permis de le faire, puisque vous auriez voulu en propre développer ça. Il y avait un investissement colossal et un temps nécessaire à la création de l'entrepôt qui était conséquent. Oui, ça n'aurait pas été possible. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'en matière de e-commerce, la logistique est core business. Donc, un moment ou un autre, moi, je l'ai vécu chez Lanty Moins Cher pour arriver à faire bien de la logistique, à la maîtriser. Et c'est tellement core business dans l'e-commerce qu'à un moment donné, il faut le réinternaliser. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, évidemment, il faut outsourcer. Et tu vois, c'est ça. L'outsourcing te permet de répondre à des enjeux immédiats et de satisfaire à la fois les ambitions de l'entreprise et l'attente de tes clients, parce que tu vas les servir mieux. Bien sûr. Il n'y aura plus les commandes le lundi matin qu'il faudra rappeler parce que finalement, la bouteille de vin qui avait été achetée n'est plus en stock car il y a quelqu'un qui est rentré dans le magasin le samedi. Exactement. Donc là, tu mets ça en place. Ça prend du temps, malgré tout, ou pas ? Non, pas tellement. Ça va relativement vite finalement. C'est pas quelque chose qui est très compliqué à mettre en place parce que finalement, les flux existaient déjà. Ils étaient simplement pas processés de la bonne façon. Et puis ensuite, c'est juste le dimensionnement qui a changé. Mais il n'empêche que pour nos clients, ça change évidemment absolument tout. Et pour info, le stock, il était en région parisienne ? Non, il est dans le centre de la France. Dans le centre de la France. Dans le centre de la France. On a un entrepôt central par pays aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est mis en place. Ouais. Qu'est-ce que tu dis d'autre dans ton constat là, je continue à tirer le fil et puis je me rends compte que le site est lui aussi externalisé d'un point de vue SI. Quand je rentre chez Lavinia, il n'y a pas de DSI, il n'y a pas de pôle IT, tout est externalisé, il y a un petit peu de maintenance. Et donc, je dis assez rapidement, il va nous falloir là clairement internaliser ces compétences. Donc on va commencer par recruter un CTO qui va reprendre la main petit à petit sur l'agence qui nous tenait un peu par les... et qui petit à petit va constituer son équipe parce que là, de nouveau, en matière d'e-commerce, c'est core business. Donc là, tu arrives devant t'es au CODIR là déjà ou pas ? Ouais. Tu arrives devant le CODIR en disant alors la logistique, va falloir faire autrement et c'est structurant. Ouais, moi, autant te dire que je suis celui qui coûte cher chez Lavinia. Ça, c'est très clair. Enfin, du moins au début, c'est comme ça que tu es perçu. Et puis, en termes IT, aujourd'hui, on a outsourcé tout ça. On va tout réinternaliser. Donc, on va recruter des profils. Et puis, on va avoir une organisation parallèle le temps c'est-à-dire entre l'agence et les ressources internes, le temps que la passation se fasse. Ça coûte aussi. Bien sûr. Ce chevauchement. Et c'est toujours en cours. Hein. Tu vas voir que là, on va commencer à se rapprocher d'aujourd'hui. Et ça va aussi de pair avec... par exemple, on va changer de techno aussi. Et voilà, ça c'est le fil d'après. Oui. C'est que finalement, je me rends compte assez vite que... et donc là, on rentre dans la dimension omnicanal. Évidemment, comme toutes les activités sont organisées en PNL, chacun génère son chiffre d'affaires et maîtrise ses coûts, y compris jusque dans le choix des outils qui ont été faits par chacune des BU sur les 15 années précédentes. Donc, chez Lavinia, quand j'arrive, il y a 4 ERP différents, il y a des logiciels de caisse qui ne communiquent pas, le restaurant fonctionne indépendamment de la boutique, etc. Et donc, je me lance dans un chantier d'unification de la base client qui commence par des choses aussi bêtes que d'aller voir tous les patrons de BU et de leur dire « ça vous dit les gars, je prends votre base client », je la mets dans un Excel et on voit ce qui se passe. Et évidemment, on se retrouve avec des tonnes de doublons. Bien sûr. Puisque notre client du restaurant, c'était le même qui commandait le week-end sur notre site, c'était le même
qui venait acheter sa bouteille le vendredi soir dans une des boutiques, et puis parfois dans plusieurs, et puis parfois même y compris à l'étranger, Madrid. Donc là, en fait, tu as un tableau Excel qui te permet de dresser le constat. Qui me permet uniquement de dresser le constat. Bien sûr. Effectivement. Mais derrière, quand tu fais ce constat-là et que tu dis que tu veux uniformiser la base de clients, tu as besoin d'un outil. Oui, et donc là, je dis, il faut refondre le RP. Voilà, donc un nouveau chèque. Voilà, donc celui-là, effectivement un gros chèque. Alors, je le dis en souriant, et tout ça ne s'est pas fait que de mon fait. Le fait est que moi, je sers d'argument, en tout cas, je viens convaincre. Entre-temps, je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire de la Vigna, mais malheureusement, le fondateur est décédé quelques mois après mon arrivée. Et c'est sa fille aînée, qui a peu ou prou mon âge, qui a repris. Et qui assez rapidement a été rejointe par son mari comme CEO du groupe. Donc elle est vraiment présidente et elle n'est pas présente au quotidien, même si elle sait très bien ce qui s'y passe. Et d'un point de vue opérationnel, Mathieu, le Priol, qui a mon âge et à qui je dis très vite, voilà, quelle est cette roadmap que j'aime moi, pas celle qui m'a été confiée, mais ce que je crois être les missions nécessaires pour mettre en place la transformation de... Donc la transformation, je résume, elle passe par une transformation logistique, une transformation IT, et dans l'IT, il y a l'outil front-end et le RP. Oui, et puis il y a tout le reste aussi, c'est-à-dire il y a la digitalisation ou la numérisation de chacune de nos activités. Ça, c'est ce que je voudrais en fait que tu m'expliques. Quand on lit entre les lignes, peut-être, je comprends que c'est assez siloté. Oui, au départ, très. Et donc, il faut casser ces silos et les faire fonctionner. Avant qu'on ne commence l'interview, on parlait d'omnicanalité. L'omnicanalité, souvent, ça ne va pas vraiment bien avec le concept même de silo dans l'organisation de l'entreprise. Comment ça se passe ? C'est quoi le truc que tu dois gérer pour pouvoir développer cette omnicanalité et faire fonctionner et travailler ensemble des équipes qui peut-être jusqu'à présent n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble ? Bien sûr. Alors, la première chose, c'est de numériser les activités. Donc, ça a été le déploiement d'Adyen dans les boutiques pour pouvoir... Adyen, c'est donc une solution de paiement qui est à la fois dans le digital et en réseau qui à terme physique. Sera effectivement la solution commune entre les sites e-commerce et les boutiques pour nous permettre d'avoir une vision unifiée du client. C'est le déploiement de ZenChef dans nos restaurants, qui est là aussi un logiciel de réservation, mais qui nous permet de faire le lien avec la base de données. Donc des choses aussi simples que jusqu'à présent, les restaurants, on les appelait pour réserver, et puis les restaurants notaient sur un bout de papier la réservation, et puis le client était parti. Aujourd'hui, toutes ces activités sont numérisées et donc remontent derrière. Donc, on est capable de savoir quels sont nos clients, quels sont ceux qui viennent au restaurant, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'ils dépensent, etc., etc. Et à partir de là, on peut démarrer la démarche vraiment omnicanal qui consiste à dire tel client à qui le restaurant de Paris a fait goûter tel produit, c'est celui-là qu'on va pouvoir retargeter avec une offre spécifique, etc. Donc là, ça, c'est tout l'enjeu marketing. Donc ça, c'est l'enjeu. Repeat business. Je ne peux pas te dire que tout ça est déjà en place, mais c'est évidemment la vision. Et de le travailler surtout autour de l'expérience. Moi, ma vision des choses, c'est de refaire de la Vigna, de faire de la Vigna le lieu physique et virtuel du vin en France, et principalement au travers des expériences qu'on peut y vivre. On vient chez la Vigna pour vivre une expérience de découverte, de dégustation. Je dis souvent en e-commerce que je fais du drive to store to web parce que aller acheter des clients, on sait que les clients s'achètent sur Internet depuis toujours, au CPA, au CPC, au ce que tu veux, au lead. Ça n'est pas rentable quand tu es sur un marché de niche sur lequel il est extrêmement compliqué d'aller chercher des profils qualifiés ou extrêmement coûteux. À l'inverse, de faire venir des gens dans les boutiques pour vivre une expérience et leur faire découvrir tel ou tel vin, et ensuite les onboarder en CRM avec le réassort de tel ou tel vin qu'ils ont goûté, ça c'est beaucoup plus rentable. Donc en termes de CRM, qu'est-ce que tu utilises ou tu voudrais utiliser comme solution ?
Alors, je trouve que on avance vite, puisque là, on vient de passer. Je viens de te résumer 3 années et demie. Ouais, j'ai compris, mais on va revenir peut-être un peu plus en détail, parce que j'ai 2-3 questions qui me viennent en tête. On déploie une suite CRM au-dessus de l'ERP qui va gérer toute la dimension client et marketing en amont des canaux. Donc l'idée, c'est que ce soit la même solution qui soit utilisée en amont du channel e-commerce, en amont du channel retail, en amont du channel restauration. Okay. De sorte que la vision du client et du marketing soit totalement unifiée en amont des canaux. Tout simplement. D'accord. Et cette solution, elle est développée? Cette solution, elle est en cours de déploiement. Le nouvel ERP du groupe, donc, qui est un ERP qui est vraiment pour le groupe, donc pour tous les pays et toutes les activités, et en phase d'aboutissement. On est dans les derniers tests. Il sera live en septembre et tout de suite dans la foulée, comme on a lancé en parallèle la suite CRM, on va plugger cette suite CRM. Et ça aura pris 2 ans. 2 ans. D'accord. Avant qu'on revienne sur 2-3 questions. Tu arrives en 2015, tu fais 3 millions. Enfin, le site fait 3 millions. Tu m'expliques que tu es le gars qui coûte. Mais tu dois être aussi le gars qui rapporte. J'imagine que fin 2018, le chiffre d'affaires, il devait être légèrement différent de celui que tu as trouvé en 2015. Oui, en 2015, la part du e-commerce, c'était 7% du chiffre d'affaires B2C chez nous. Mais c'est 7% de l'encaissement. Et moi, j'aimerais bien t'interroger sur ce point-là avant qu'on revienne sur celui d'Amazon Prime Now. Est-ce qu'il est pertinent, dans un modèle où tu vends à la fois en magasin et en e-commerce, est-ce qu'il est pertinent d'avoir un PNL e-commerce, sachant qu'une vente, elle peut être commencée en magasin et finie sur le site internet, ou commencée sur le site internet et finie dans le magasin. C'est-à-dire que le site internet est un vecteur de lead pour le magasin et c'est le magasin qui encaisse. Mais peut-être que le client qui a décaissé, qui a sorti sa carte bleue dans le magasin ne serait jamais venu sans la contribution du canal web. Et à l'inverse, quelqu'un qui travaille du côté de l'opéra, et on sait qu'il y a beaucoup de banques, peut passer dans le magasin entre midi et 2, se renseigner sur des vins, mûrir sa réflexion et rentrer chez lui pour finalement commander en ligne la bouteille qu'il aura vue dans le magasin. Et c'est là le e-commerce qui va encaisser la vente. Pour autant, c'est bien le store qui aura contribué à ce que cette vente se fasse. Donc quand on est sur du cross-canal, comment financièrement on peut trouver la solution de faire un PNL, enfin de rendre compte de cette réalité-là? Alors, c'est une très bonne question et c'est un point qui nous fait évoluer aujourd'hui. On commence à travailler en parallèle des 2 PNL de vente de produits en physique, en cave et à distance, à travailler sur un PNL commun. Où finalement, on mesure l'évolution des ventes, qu'elles se soient faites en boutique ou qu'elles se soient faites online. Simplement parce qu'on n'a pas une maturité en termes de data et pas forcément les moyens de déployer des outils de mesure à ce stade pour nous permettre de vérifier effectivement la contribution. On sait qu'elle existe et dès lors, finalement, on se dit on va plutôt travailler non pas sur des valeurs absolues, mais sur des valeurs relatives en se disant on va mesurer à la fois la performance du e-commerce en stand-alone, la performance des boutiques en stand-alone et puis aussi la performance commune. Parce que finalement, moi, c'est effectivement ma vision des choses. Aujourd'hui, je te disais qu'on faisait 7% du chiffre B2C online quand je suis arrivé. Aujourd'hui, c'est 22-23%. Et ça représente le double de chiffre d'affaires par rapport à il y a 3 ans. Mais finalement, c'est bien la vision commune qui nous intéresse. Parce que évidemment, il n'y a pas de cannibalisation, mais enfin, la réalité, c'est quand même que dans les périodes où le retail baisse, il peut être rattrapé par l'e-commerce. On l'a bien vu, nous, à Paris, avec les Gilets jaunes, où finalement le retail a un peu souffert, mais où on a vu un vrai rattrapage. Donc, il y a des mouvements, c'est certain, entre le on et le off. Ce qui m'intéresse, moi, à la fin, c'est le global. C'est le global. Mais bien sûr, ça fait sens. Et ça participe justement de cette transformation de l'entreprise où tout le monde sert un intérêt commun qui est celui de la satisfaction de vos clients. Ce qui est d'ailleurs le premier des KPI
Et celui qui m'intéresse finalement le plus, c'est la satisfaction client. C'est-à-dire que on a été nommé, élu à plusieurs reprises meilleur site, meilleur service client, etc. Ces 4 dernières années. Alors même que le site e-commerce lui-même, en termes d'UX, n'a pas bougé. On est toujours sur cette fameuse base prix dont je te parlais. Le replatforming est en cours. Tu l'as peut-être un peu remaquillé, mais parce que aussi la satisfaction client, elle passe à la fois par l'expérience d'achat, mais aussi par la relation qu'elle a avec la marque. Lavinia, c'est une marque, c'est pas un retailer, c'est une marque qui vend beaucoup de vin, mais c'est une marque. Donc il y a une relation qui se crée avec vos consommateurs, et cette relation, elle est devenue concrète pour toutes les ventes digitales au travers du service client. Donc vous avez différents touchpoints, j'imagine, avec le téléphone, l'email. Oui, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le tout premier déploiement en e-commerce, c'était Zendesk. C'est le tout premier que j'ai mis en place. Parce que il y avait autant de numéros de téléphone de service client chez Lavinia qu'il y avait d'activités. Donc j'ai mis en place un serveur vocal interactif qui redirige sur nos directeurs de différentes activités. Et puis j'ai agrégé tous les points de contact, tous les points d'entrée clients, que ce soit les plateformes sociales ou les points d'entrée chez nous, dans un seul et même outil qui est très connu et qui est utilisé par beaucoup de marchands, Zendesk. Et ensuite, ça devient notre problème et plus le problème du client de savoir à qui s'adresser. Donc, je prends le client et ensuite, on le redispatche vers le bon interlocuteur chez nous. D'accord. Et donc, ce qui m'intéresse, parce que le service client, pour moi, est révélateur des fonctionnements de l'entreprise. Le logistique et le service client, j'ai l'habitude de dire que c'est les 2 jambes sur lesquelles marcher pour faire avancer une activité. Et c'est révélateur d'un ensemble de choses. Les données que vous obtenez via Zendesk, tous les points de contact que vous avez avec vos clients, que ce soit par téléphone, email, je ne sais pas s'il y a du chat ou les réseaux sociaux, de type Messenger sur Facebook. Tous ces points de contact, est-ce qu'ils sont rentrés à un moment ou à un autre, ou ils seront rentrés à un moment ou à un autre, ou en relation avec la base de données client, pour savoir finalement l'ensemble de l'interaction qu'un client a pu avoir, autre que le paiement et l'adresse de livraison. C'est déjà le cas aujourd'hui. D'accord. J'ai déployé un outil, donc on a peu parlé de la logistique, enfin on a beaucoup parlé de la logistique, mais on a peu parlé du transport, qui est un autre gros sujet sur lequel j'ai eu à travailler. Et dans ce cadre-là, je pense à un autre outil que j'ai déployé qui s'appelle ShipUp, et qui permet simplement de recevoir l'ensemble des notifications des transporteurs pour pouvoir anticiper les besoins auprès de nos clients, ce qui était un levier de service client. Mais pour répondre à ta question, Zendesk aujourd'hui est plugué à tous les autres outils qu'on a, y compris ShipUp, de sorte que quand on a un ticket rentrant d'un client, on sait si c'est un client VIP chez nous ou si c'est un client qui passe commande pour la première fois, on connaît son historique de commande, on a le statut le plus à jour de la livraison de sa commande éventuelle. On a évidemment tous les moyens de lui répondre. Mais c'est intéressant que tu nous le dises, parce que c'est vraiment en fait des notions, si on ne les évoque pas, on peut se dire comment ils font, et c'est bien que tu nous le dises. Tu parles de livraison. Raconte-nous Amazon. Alors Amazon, finalement, ça part là encore d'une réflexion qui est d'abord celle de la marketplace. Quand j'arrive chez Lavinia au démarrage, je me rends bien compte, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, que faire évoluer le site va être compliqué. Et à un moment donné, j'ai quand même des objectifs de croissance en stand-alone du e-commerce. Et donc je me dis, puisqu'il va être compliqué de vendre beaucoup plus sur le site à très court terme, je vais aller vendre sur d'autres sites. Et donc, je commence à évangéliser sur l'intérêt que peut avoir Lavinia d'aller vendre, d'aller créer son corner sur d'autres marketplaces. Dans ce cadre, je rencontre Amazon et assez rapidement, Amazon me parle d'Amazon Prime Now. Ils arrivent en France et ils comptent ouvrir la marketplace à quelques marchands en bêta. Donc là, on parle d'une application qui est dédiée pour les membres premium Amazon et qui permet d'être livré gratuitement sur un créneau de 2 heures dans la journée. Ou pour quelques euros dans l'heure. On décide de partir avec eux et on ouvre le corner Lavinia sur Amazon Prime en partant
de deux constats simples. Le premier, on n'était pas objectivement en capacité de le faire nous-mêmes, et ça répondait pourtant à un vrai besoin de la part de nos clients. Et d'autre part, un deuxième constat qui était celui de me dire, finalement, dans ma mission de rapprocher les différents canaux, de faire se parler des sommeliers et des gens qui font du e-commerce, typiquement dans les boutiques, le fait de déployer Amazon va être un levier très fort d'accélération. Et donc, effectivement, ça nous engage, d'une part, sur des sujets logistiques, puisqu'il a fallu travailler sur des remontées de stocks en temps réel, des stocks tampons, etc., sur le déploiement du Wi-Fi. Là tu n'es plus avec la livraison depuis ton stock dans le centre de la France. Non. Là. Donc là, on fait machine arrière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la livraison e-commerce, le click and collect, qu'on déploie évidemment tout de suite dans les boutiques et qui est relativement simple à mettre en place. Mais là, on repart du pick-up in-store. Oui. Donc, d'une autre démarche qui est, désormais, on va se remettre, mais intelligemment cette fois, à prendre le stock des boutiques. Donc ça, tu le connais en temps réel, le stock des boutiques. Donc, à l'époque, non, mais on fiabilise les stocks suffisamment. On met en place des règles de sécurité pour s'assurer qu'on ait un taux de manquant qui soit le plus faible possible. Et Amazon débarque chez nous, équipe tous les sommeliers en iPhone, et avec un process ultra rodé qu'on teste pendant quelques semaines. Lorsque la commande tombe, le sommelier a 15 minutes pour préparer la commande avant que le livreur ne vienne de la chercher. Donc on crée des casiers à l'entrée de nos boutiques. Tout ça se met en place. Et finalement, évidemment, en forçant les boutiques à commencer à travailler en digital, on se heurte au vrai problème. Et on l'a fait comme un labo. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquants, des petits retards. Et pourquoi ? Parce que le sommelier, il choisira toujours de servir un client dans la boutique plutôt que de s'occuper d'une commande qui est jamais que virtuelle et qui surtout ne nourrissait pas son PNL, son chiffre d'affaires à l'époque, puisque c'était un chiffre d'affaires e-commerce. Et donc là, c'est ce qui nous permet de rentrer dans le dur des problématiques RH et de commencer à se dire, tiens, en fait, il faudrait peut-être incentiver aussi sur les ventes à distance les sommeliers qui préparent des commandes, parce que finalement, c'est eux qui ont fait le boulot. Donc, on a créé des logiques spécifiques, de sorte que chaque vente puisse être liée au sommelier qui l'a préparé. Et finalement, le canal Amazon et vente à distance est un levier supplémentaire pour chacun de nos sommeliers pour atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, il y a combien de personnes, combien de sommeliers qui préparent des commandes dans le magasin ? Alors nous, on a des sommeliers qui tournent en permanence, parce qu'on est ouvert sur des horaires étendus. Non, mais bien sûr, ce que je veux dire, large. dans le magasin, il y en a sur zone. Sur le papier, tous les sommeliers peuvent être amenés à le faire. Oui. Ils tournent en fonction de leur disponibilité. Ils ont leur propre planning. Et ils sont tous formés autant à la vente sur le floor qu'aux outils Amazon quand ils arrivent dans nos boutiques. Donc ça fait combien de temps maintenant que c'est lancé sur Encore Prime une fois, Now ? je ne suis pas très fort en Ça fait date, 2 ans, mais je crois que ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, tu en tires quelle conclusion ? Ça a été structurant, tu viens de nous le dire, en termes d'organisation interne. Alors, vis-à-vis de vos clients, l'offre, elle a été perçue comment ? Bien, forcément. Moi, mon sujet, il était de dire, nos clients, ils peuvent avoir besoin envie d'être livrés d'un champagne frais en 1 heure à Paris. Et moi, je ne sais pas le faire aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as observé, avec la mise en œuvre, le branchement d'Amazon Prime Now, un décalage du chiffre d'affaires de ton site vers celui d'Amazon, ou est-ce que tu as, au contraire, vu une addition de chiffre d'affaires ? Ça veut dire, ce qui voudrait dire, si c'est une addition, et je te vois hocher la tête, que tu sers en fait des clients qui n'étaient pas des clients habituels. Donc, tu as fait du recrutement. Bien sûr, c'est de l'incrémental, ça c'est très clair. D'accord. Et donc, question, comme tu livres depuis ton store, donc tu obtiens des données de la part d'Amazon sur les clients, ils te filent des infos ? Non. Ça, rien du tout. Et évidemment, on le savait, enfin, je dis rien du tout. En termes de données clients, évidemment, pas grand-chose. Mais il n'empêche que c'est pas tellement la dimension qui m'intéresse. On parlait du X tout à l'heure. Moi, je me souviens que chez Sensi, chez l'anti moins cher,
il y a quelques années, j'étais dans les premiers partisans du guest checkout. En disant... Le guest checkout, ça consiste à dire que tu peux faire ton achat en ligne sans avoir à t'identifier et à ouvrir ton en compte. donnant le strict minimum d'informations. C'est pour enlever de la friction dans le tunnel de conversion, pour dire que c'est plus facile. Moi, je continue de croire que, peut-être naïvement, que les clients n'ont pas envie de donner des informations qu'ils n'ont pas besoin de nous donner. Or, Amazon, encore une fois, oui, évidemment, je n'ai pas collecté cette donnée client, mais j'ai apporté un service que Lavinia ne savait pas faire à l'époque, mais que depuis 2 ans, on a appris à faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que technologiquement et logistiquement, on est davantage prêt, on peut commencer à le faire nous-mêmes. Et si je ne l'avais pas fait il y a 2 ans, et ben finalement, j'aurais juste pris 2 ans de retard sur ce service-là. Bien sûr, et je pense que ça a été une... Et entre-temps, Monoprix s'est lancé avec Amazon une démarche intelligente. Et nous, on verra, il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, on ne fait pas que du Amazon. On a ouvert d'autres partenariats. On a lancé un partenariat avec Rakuten, avec le Click and Collect en 2 heures, depuis le corner Lavinia sur Rakuten. Donc, il y a plein d'autres marchands. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Peur d'Amazon, on a bénéficié chacun de... Ouais, vous vous êtes aidé. Ouais. Aujourd'hui, quelle est la part du chiffre d'affaires ? Tu me dis aujourd'hui, le e-commerce, c'est 22% du chiffre d'affaires global. Sur ces 22%, quelle est la part qui est réalisée en dehors du site de Lavinia, c'est-à-dire sur Amazon ou Rakuten ? Aujourd'hui, c'est encore faible. On parle de quelques centaines de milliers d'euros par pays, donc c'est encore assez faible. On surveille de près cette évolution. Si on se lance dans un replatforming, c'est quand même qu'on croit fondamentalement qu'on peut attirer nous-mêmes sur notre site, parce que finalement, c'est la question qui peut se poser dans l'e-commerce aujourd'hui. Est-ce que ça a du sens de lancer un site e-commerce à l'heure où on peut être présent, même sans structure personnelle, sur toutes les marketplaces. Enfin, là, on peut en débattre, mais je pense qu'on va vite arriver à la même conclusion, que ça n'a pas de sens. Le fait est que nous, on fait notre replatforming, mais qu'en attendant, ça nous permet aussi de nous déployer, de nous faire connaître sur d'autres plateformes. Tu mesures la notoriété de Lavinia ou pas ? Alors, aujourd'hui, non, parce que donc, moi, comme je t'ai dit, j'ai été le directeur digital de Lavinia pendant 3 ans, et depuis 1 an, j'ai pris une direction complémentaire qui est celle du développement et du marketing stratégique. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que aujourd'hui, mon job est concrètement d'accompagner chacun des patrons de BU dans le développement commercial et la notoriété de son activité. Mais pour ce faire, j'ai repris la main sur le marketing, ce que je n'avais pas de façon transverse. Et donc, c'est une phase qui démarre chez nous. C'est-à-dire que finalement, si on met les briques dans l'ordre, c'était les fondamentaux d'abord, être capable de bien vendre au bon prix, les bons produits sur les bons canaux. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est fait, ou en tout cas, on considère qu'aujourd'hui, on a un socle qui est suffisant pour pouvoir vraiment changer de cycle et rentrer dans une phase beaucoup plus tournée vers la communication, le marketing de l'offre. Et donc ça, c'est ce que je me suis attelé à faire cette année en remettant à plat le plan d'animation commerciale, en multipliant les événements chez Lavinia. Il y en a entre 5 et 10 par mois dans chacune des boutiques. Là, tu consolides en fait. Tu commences une phase de consolidation. Bien sûr, évidemment. Très intéressant. Ça fait déjà bien plus d'1 heure qu'on discute. Merci pour toutes ces informations que tu partages avec nous. Moi, avant qu'on conclue, j'aimerais quand même te poser 2 petites questions. La première, c'est est-ce que tu as une forme de vision ou est-ce que tu as une forme de croyance ou quelque chose qui ressemblerait à ça sur la façon avec laquelle le e-commerce va évoluer dans les prochaines années ? Alors, je ne te demande pas de lire dans le Mart Café ou d'être grand clair, mais qu'est-ce que tu sens comme évolution, comme tendance ? Ça, c'est ma première question. Alors,
on vient d'en parler, mais la concentration des portails d'entrée, d'accès aux offres de produits me semble aujourd'hui inéluctable. Quand on regarde les marchés, sur le marché asiatique, la façon dont ça se passe aujourd'hui, finalement, le sujet de l'e-commerce demain, il me semble que ce sera davantage d'émerger et de créer de la préférence de marque par tout un tas de moyens pour faire en sorte de remonter sur des requêtes Amazon, Rakuten, autant que sur des requêtes Google. Aujourd'hui, quand on voit que je me demande si, je ne veux pas dire de bêtises, mais s'il n'y a pas davantage de recherche dans une démarche d'achat produit, s'il n'y a pas davantage de premiers touchpoints qui soient Amazon aux US que Google, ça veut dire que aujourd'hui, quand on cherche à acheter un produit, on le cherche dans la barre de recherche d'Amazon. Donc le sujet, c'est... Ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est un peu moins vrai en France. C'est un peu moins vrai en France, effectivement, mais quand on voit la façon dont ça se passe en Asie, on peut se demander quel impact ça va avoir. Et à ceux qui se posent la question de savoir s'il faut être présent ou pas sur les marketplaces, moi j'ai plutôt envie de répondre... D'abord, si vous n'êtes pas présent, vos concurrents le seront. Et d'autre part, moi, je cherche d'abord à répondre à des problématiques clients. Ils cherchent du vin. Aujourd'hui, on est aussi présent sur la marketplace Amazon. Et sur cette marketplace Amazon, on vend des spiritueux. Et absolument pas les mêmes spiritueux que ce qu'on vend sur nos sites. Pourquoi ? Parce que ce sont des spiritueux qui sont assez introuvables et que... Avant que j'ai des capacités e-commerce qui me permettent de bien remonter en SEO sur un marché international, je pourrais dépenser des millions en IT. En revanche, s'il est présent sur Amazon, eh ben, je vends sous l'entête Lavinia, ou sur Rakuten, je vends sous l'entête Lavinia. Et je peux créer une première expérience avec le client qui va se souvenir qu'il l'a vu chez Lavinia, qui pouvait trouver des bouteilles introuvables. Et puis la deuxième fois, il viendra peut-être sur mon site. Donc c'est aussi parce que tu es un retailer qui a une stratégie de marque et que finalement Lavinia qui fait du retail, dans le sens où il vend des produits produits par d'autres, développe une marque et donc a une stratégie de marque. Moi, je me souviens d'avoir dit au directeur général de Lavinia, quand je suis arrivé dans ce fameux rapport d'étonnement, je lui ai dit la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas un site pure player. Parce que si c'était le cas, alors d'abord, je déménagerais toutes les équipes à Pantin. On arrêterait de payer un loyer boulevard de la Madeleine pour des équipes qui n'ont pas besoin d'être là. Enfin bon, il y a tout un tas de choses que je ferais. Je lui dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas un site pure player et qu'on a d'autres arguments à défendre. Et aujourd'hui, sans tomber dans effectivement le lieu commun de l'omnicanalité, je pense que le fait de pouvoir créer des expériences réelles, physiques, générer des expériences avec nos clients dans nos flagships nous permet de créer de la confiance. Et cette confiance, elle se traduit dans le fait que derrière, ce sont des clients e-commerce qui deviennent des clients rentables. Ce que ne sont pas chez nous, et c'est ma croyance sur beaucoup de sites e-commerce, à moins d'être extrêmement pointu techniquement et d'aller assez loin en marketing, c'est extrêmement compliqué de trouver de la rentabilité sur un client dont le premier touchpoint est le site internet. Ben écoute, merci. C'est vrai que Lavinia aussi a cette singularité d'être dans un business de passion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'achat du vin. C'est-à-dire que si ton consommateur il n'est pas passionné, il a au moins une émotion très forte qui est générée dans l'acte d'achat du vin. Et en ça, c'est une vraie singularité pour vous. Merci Edouard. Avant le petit mot de la fin, on peut te suivre sur quoi ? Twitter, LinkedIn Oui, alors je tweete peu, mais je suis effectivement sur Twitter, plus en observateur. Le gros de mon activité sur les médias sociaux, c'est plutôt LinkedIn. Oui. Et puis ensuite, je vous invite Édouard surtout Marguin sur LinkedIn. Ouais, Édouard Marguin classique. Puis je vous invite surtout à suivre l'Instagram de Lavinia, puisque la stratégie de contenu démarre.
Et donc, il faut encore être un petit peu indulgent, mais tout ça est en construction. Donc sur, Et on va faire des belles choses. Lavinia, @Lavinia sur Insta. Lavinia France, je Lavinia crois. France. Ouais, sur Ok. Instagram. Très bien. Eh ben, écoute, merci encore pour tous ces échanges et la qualité de ces échanges. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur iTunes et puis à partager le lien autour de vous. C'est très important car c'est un peu le seul moyen pour faire connaître ce podcast à votre entourage. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.